C'est en Angleterre, vers 1780, que le mot touriste apparaît dans la langue anglaise. Il désigne ces jeunes aristocrates qui effectuent alors le Grand Tour, un voyage initiatique d'un an à travers l'Europe, de Londres à Rome, en passant par Paris, Genève, Venise, Florence et parfois Nice. Au XIXe siècle, la pratique du voyage d'agrément s'étend en Europe, dans les stations thermales et balnéaires chics, à la mer comme à la montagne, d'abord conçues pour améliorer la santé des visiteurs. En 1869, le Britannique Thomas Cook, inventeur du voyage all-inclusive, organise la première croisière sur le Nil pour visiter les pyramides. Le voyage organisé est né, prémisse de la démocratisation à venir. Avec la révolution industrielle et des transports, les bourgeois européens prennent des trains couchettes et des paquebots de luxe pour partir à la conquête de terres lointaines. Le tourisme suit les traces des empires coloniaux et des comptoirs, par exemple à Simla, à Shanghai ou à Dalat, au Cap, aux Canaries ou à Mar del Plata. Sur le continent américain, les touristes fortunés partent eux à la conquête de l'Ouest, où s'ouvrent les grands parcs nationaux Yellowstone et Yosemite. À partir des années 1960, nouvelle étape. La société occidentale de consommation démocratise les loisirs grâce aux congés payés et à la baisse du temps de travail. En voiture ou en train, à l'hôtel ou en colonie de vacances, classe moyenne et populaire découvrent du pays. Le goût et les moyens de partir de chez soi deviennent des marqueurs sociaux et on reste entre soi, au Club Med autant qu'au camping. Dans les années 70, globetrotters et routards, sac sur le dos et pouce levé, parcourent le monde à la découverte des autres. Et depuis les années 90, avec l'arrivée des compagnies aériennes low cost et des plateformes numériques de réservation, la planète continue de s'ouvrir à des touristes toujours plus nombreux. Alors regardons maintenant précisément la courbe de cette expansion continue du tourisme au fil des ans. De 25 millions de voyages à l'étranger en 1950, on est passé à 1,5 milliard en 2019. Le voyage hors de ses frontières concernait 1% de la population mondiale au milieu du XXe siècle, et ces 20 dernières années, avec l'arrivée des touristes asiatiques et latino-américains, le voyage concernait l'équivalent d'un humain sur 5. Avec le coup d'arrêt imposé par la pandémie, cette tendance à la hausse devra être confirmée, tandis que de nouvelles classes moyennes, en Asie surtout, ont découvert avant la crise les plaisirs du tour operator. Alors voyons maintenant quelles étaient jusqu'ici les destinations les plus prisées. En 2018, les 10 pays les plus visités étaient la France, numéro 1 mondial, puis l'Espagne, les États-Unis, la Chine, l'Italie, la Turquie, le Mexique, l'Allemagne, la Thaïlande et le Royaume-Uni. Le tourisme mondial s'organisait en fait autour de 3 grands pôles. Loin en tête la vieille Europe, avec le bassin méditerranéen et les Alpes. Tirée par sa croissance économique, l'Asie, autour de la mer de Chine, arrivait en deuxième position. Et enfin l'Amérique du Nord et centrale, avec le bassin caribéen. Vous voyez la carte de la part du tourisme dans le PIB de chaque pays. Plus la couleur est foncée, plus le tourisme représente une part importante de la richesse. À l'échelle de la planète, le secteur touristique représente en moyenne 10% du PIB mondial et 10% des emplois. Mais pour certains pays, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, la Tunisie, le Mexique, la Chine et l'Australie notamment, la manne touristique est bien plus importante encore. Pour d'autres, elle est même vitale. Cambodge, Philippines, Grèce, Géorgie, Islande par exemple. Et pour certains micro-États du Pacifique, de l'océan Indien ou des Caraïbes, le tourisme est parfois l'unique source de devises. On l'aura compris, le tourisme est devenu aujourd'hui un secteur clé de l'économie mondiale, pour le meilleur et pour le pire, notamment pour le climat. Le tourisme représenterait en effet 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et il bouleverse bien sûr les paysages, particulièrement comme on va le voir en bord de mer. Intéressons-nous en effet à ces côtes qui, au fil des ans, ont été aménagées pour accueillir les touristes sur tous les continents. Au Mexique, par exemple,
Touristes nationaux et américains se bousculaient jusque-là sur les plages qui bordent le pays à l'ouest, sur le Pacifique, comme à l'est, sur le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Sur la péninsule du Yucatan, au lieu de la civilisation maya, la Riviera Maya, au sud de Cancun, offre ainsi un paysage de 130 km où s'alignent resorts et hôtels avec piscine et spa, désormais déserts à l'heure de la Covid-19. Ce gigantesque complexe balnéaire, qui a été construit dans les années 80 sans aucune préoccupation environnementale, a subi de plein fouet les effets de la pandémie et se retrouve aujourd'hui sans perspective de reconversion. Les massifs de montagne sont également des zones hyper fréquentées. Apparus dans les Alpes, les sports d'hiver ont aujourd'hui conquis les pays que vous voyez ici sur la carte. La Chine, par exemple, a développé des stations dans les provinces du nord du pays et autour de Pékin depuis une vingtaine d'années. Avec la perspective des Jeux olympiques d'hiver en 2022, les Chinois urbains de moins de 40 ans se mettent au ski, un marché qui a de beaux jours devant lui avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Sauf qu'en Chine comme ailleurs, le changement climatique menace à terme les montagnes et les sports d'hiver. Au Népal tout proche, l'afflux de dizaines de milliers d'alpinistes venus ces dernières années gravir l'Everest, le plus haut sommet de l'Himalaya à 8848 mètres, est déjà un désastre écologique. La route vers le toit du monde est devenue une autoroute touristique et le parc national de Sagarmatha, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est envahi de tonnes de déchets et d'excréments laissés par les expéditions, qui sont pourtant censées les redescendre. Mais l'octroi des permis de monter, vendus entre 5 000 et 11 000 $ par expédition, est devenu un revenu essentiel pour l'État népalais, l'un des plus pauvres au monde. Les villes, enfin, se battent pour attirer les touristes du monde entier grâce à leurs musées, leur patrimoine architectural ou leurs grands magasins. Vous voyez à présent sur la carte les 20 villes les plus visitées au monde en 2018. Prenons l'exemple de Paris, une des capitales les plus courues de la planète. Les 19 millions de touristes venus y séjourner en 2018 ont concentré leur promenade sur quelques grands axes du centre. Regardez, autour des incontournables Notre-Dame de Paris, Louvre, Musée d'Orsay, Tour Eiffel, Champs-Élysées et Montmartre. Mais pour le logement, l'arrivée d'Airbnb a complètement changé la donne. C'est désormais tout le territoire parisien, vous le voyez, qui est ouvert à la location de courte durée. Cette omniprésence des touristes dans le centre-ville crée des effets pervers, conflits de voisinage, concurrence avec les hôtels et hausse des loyers. Ces problèmes sont partagés par de nombreuses villes européennes. Ainsi, Berlin a partiellement interdit la plateforme de 2016 à 2018 et Barcelone a connu des manifestations anti-touristes avant la pandémie. À la demande de 22 cités, dont Barcelone justement, mais aussi Paris, Amsterdam, Munich, Helsinki et Florence, une législation européenne devrait être adoptée en 2022. On l'aura compris, le tourisme mondial était donc avant la Covid hyper concentré dans certains hauts lieux de visite, au risque de la saturation, mais il laissait aussi de nombreux espaces vides, en Afrique notamment, qui pourraient être autant de réservoirs pour le développement touristique de l'après-pandémie.